Bonjour à vous, mes amis. Cette nuit, les assassins russes ont de nouveau attaqué l'Ukraine à l'aide de drones russes d'origine iranienne. La région d'Odessa et Kharkiv ont été frappées. Comme auparavant, les Russes ont visé des zones résidentielles. Les forces de défense ukrainiennes ont également mené des opérations cette nuit sur le territoire de la soi-disant Russie. Dans la localité de Mariino, dans la région de Koursk, un emplacement des occupants russes a été touché. En outre, Une attaque massive de drones ukrainiens a eu lieu cette nuit dans la région de Tambov, dans la soi-disant Russie. Là-bas, il y a eu plusieurs frappes, notamment sur l'usine de poudre de Kotovsk. En plus de cela, des messages concernant l'activité de la défense antiaérienne et des explosions dans le ciel, eux, sont venus de la ville de Kotovsk. C'est la région de Tambov. Quant au fonctionnement des systèmes de défense antiaérienne, un habitant local aurait pu contredire ce propagandiste russe, car il n'a rien remarqué de tel. Où est la défense antiaérienne? Alors, la défense antiaérienne ne tire pas? En fait, vous savez, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Les attaques de drones ukrainiens sur le territoire de ce qu'on appelle la Russie ont lieu pratiquement tous les jours en ce moment. Et pour nous, c'est déjà devenu une sorte de routine. On ne se réjouit plus autant qu'au début. Mais réfléchissez grec bien et imaginez ce que vous auriez dit si, le 24 février 2022, vous avez annoncé que l'Ukraine attaquerait massivement la soi-disant Russie chaque jour. Les Russes n'aiment pas ça. Eh bien, moi non plus, je n'aime pas que ça tombe chez nous, en profondeur. J'attends qu'on prenne enfin des décisions systémiques. Eh bien, que ça te plaise ou non, il faut supporter, ma belle. Il faut s'exécuter. Ça continuera de tomber sur la soi-disant Russie. L'Ukraine augmente la production de drones longue portée. Et encore une fois, je dois rappeler que nous attendons les premières frappes de ces drones, peut-être, de ces missiles que nous allons fabriquer ensemble avec l'Allemagne. Cela devrait se produire dans quelques semaines environ. Mais nous avons aussi besoin de drones pour éliminer les occupants russes. Les amis, avec votre aide, nous pouvons tenir la ligne efficacement. Grâce à Rusoriz, nous pouvons impitoyablement détruire l'ennemi et offrir une protection efficace à nos Cosaques. C'est pourquoi je vous appelle à agir et à faire immédiatement un don pour des drones kamikazes FPV destinés à l'armée ukrainienne. L'armée a besoin de beaucoup plus de drones. Comme toujours, toutes les coordonnées sont dans la description de cette vidéo. Et aussi, selon les statistiques, seule une personne sur deux qui regarde ma vidéo est abonnée à la chaîne, l'autre moitié ne l'est pas. Alors corrigez ça et abonnez-vous. L'usine de poudre de Kotovski, dans la région de Tambov, n'en est pas à sa première attaque par des drones ukrainiens. C'est au moins la troisième attaque déjà. L'usine elle-même fabrique, entre autres, certains composants pour les munitions russes. D'ailleurs, dans le développement de l'obus de char, l'usine de poudre de Tambov a participé, étant un partenaire régulier de Techmash. Selon la bonne vieille tradition, Medvedev est venu à cette usine, comme à d'autres sites du complexe militaro-industriel russe, ainsi qu'aux raffineries de pétrole. il est évident que dans cette entreprise, comme dans d'autres, on produit un élément absolument indispensable à l'opération militaire spéciale, la poudre. C'est pourquoi nous remercions notre petit correcteur, car selon cette même tradition, les usines où il se rend sont ensuite attaquées par des drones. Non, pas l'USA, peut-être l'usine. L'usine, regarde un peu ce qui se passe là-bas. On est foutu. Mais en réalité, les amis, c'est juste une impression, il n'y a pas eu de véritable attaque réussie contre cette usine de poudre. Tous les drones ont été abattus par la défense antiaérienne russe, qui, je le rappelle, n'existe pas là-bas. Et les drones qui ont tenté d'attaquer la ville, l'une des, entreprises militaires, de la ville, ont également été abattus. Break time égale 0.5 s. Ces drones, qui représentaient une menace, ont été neutralisés avec succès. Et comme il n'y a absolument pas eu d'impact direct et que tous les drones hostiles ont été interceptés Avec succès, on a quand même entendu pendant un certain laps de temps des explosions secondaires significatives du côté de l'usine industrielle. Le dépôt de munitions est en feu. Les munitions explosent. Ils se sont vus proposer une trêve de 30 jours, ils ont refusé. Et après cela, ils ont subi une attaque contre les aérodromes de l'aviation stratégique et pas mal de nouvelles frappes sur la soi-disant Russie elle-même. Parlons encore un peu de la région de Dnipropetrovsk. Les Russes ont de nouveau déclaré qu'ils étaient là-bas. Notre ministère de la Défense a officiellement annoncé que nos troupes se trouvent déjà sur le territoire de la région de Dnipropetrovsk.
Ce n'est pas la première fois que la partie russe fait de telles déclarations. Il y a 2 semaines, la propagande russe avait déjà annoncé que les troupes russes étaient entrées dans la région de Dnipropetrovsk. Et la nouvelle de ce soir. Selon les médias, les unités avancées de l'armée russe ont atteint la frontière de la région de Dnipropetrovsk. À ce moment-là, les occupants ont effectivement fait une séance photo à la limite administrative de la région de Dnipropetrovsk, puis ils y sont morts sur place. Cette fois, il y a des preuves bien plus solides. Au cours de l'opération militaire, ils ont franchi la frontière de la région de Dnipropetrovsk. Salut à tous, les gars. En réalité, même maintenant, les Russes sont un peu confus. Sont-ils là-bas ou pas? L'un dit qu'ils ne font que s'y rendre. Nous nous rapprochons de plus en plus de la frontière avec la région de Dnipropetrovsk. Mais à la télévision russe, non seulement ils racontent que les troupes russes auraient atteint la frontière administrative de la région de Dnipropetrovsk, mais aussi qu'elles poursuivent déjà leur offensive au-delà. Succès des combattants du centre. Ils ont atteint la frontière ouest de la RPD et continuent de mener l'offensive sur le territoire de la région de Dnipropetrovsk. Et puis, après être entrés dans la région de Dnipropetrovsk, les Russes prévoient déjà pour demain de prendre à la fois Zaporizhia, Kherson, peut-être, Kiev en 2 ou 3 jours. Le fait qu'ils soient maintenant entrés dans la région de Dnipropetrovsk, une région stratégiquement importante, vise bien sûr aussi à avancer ensuite vers les villes de Zaporizhia et de Kherson, des objectifs militaires clés dans cette offensive. Les Russes, bien sûr, peuvent raconter comment ils vont prendre Kherson, d'où ils se sont enfuis, et parler de Zaporizhia. Mais la réalité est un peu différente. Et même les sympathisants de la soi-disant Russie le reconnaissent. Bien sûr que nous allons libérer Zaporizhia et Kherson. Vous n'êtes même pas entré dans aucune Zaporizhia. Vous êtes vous-même parti de Kherson. Cela fait 4 ans que vous n'arrivez pas à repousser nos troupes de Orlivka pour que rien n'y tombe. Qu'est-ce que vous demandez là-bas? Mais quelle est la situation réelle à la frontière administrative entre le Dnipropetrovsk et le Donetsk? Là-bas, malheureusement, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Au cours des derniers jours, les envahisseurs russes ont progressé dans les directions de Pokrovsk et de Kostiantynivka, et ils sont effectivement déjà très proches, pratiquement à la limite administrative avec la région de Dnipropetrovsk. Mais dans la région de Dnipropetrovsk même, ils ne sont pas présents. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut minimiser la menace. Pour les Russes, ces directions sont prioritaires, c'est là qu'ils concentrent le plus de force. Toutes les 2 semaines environ, l'ennemi change de brigade, de bataillon, car il s'épuise contre nos lignes de défense. Mais nous devons tous bien comprendre que cela ne dure pas depuis une semaine ou 2, mais depuis des mois, et l'ennemi a un avantage considérable. C'est à peu près 1 contre 10 en effectif. Malheureusement, de notre côté aussi, il y a d'autres problèmes, notamment dans la direction de Pokrovsk. Nous communiquons régulièrement avec les unités de là-bas et elles nous écrivent. Je préfère citer, pour être exact mot à mot, absence totale de minage, aussi bien antipersonnel qu'anti-char. Absence d'abris adéquats. Les points d'appui avancés ont été repérés en terrain découvert. Ce sont pratiquement les seuls abris qu'il y a. Tout le reste est déterré entre les combats. Manque de fortification normale. Yago, enchevêtrement, dents de dragon, soit dit en passant, même une rangée de barbelés peut arrêter les occupants russes lorsqu'ils, en particulier, prennent d'assaut à moto. Standard et favori. Interaction. Il n'y en a pas assez. Nous le voulons et nous y travaillons. Adjacent. Ce sont, je vous le rappelle, des citations textuelles. Ils sont objectivement faibles. Ils disposent de nombreuses petites unités et presque pas d'infanterie ni d'équipage de drones expérimentés. Ils mentent régulièrement en disant qu'ils ont des positions, alors qu'en réalité, il n'y en a pas. C'est ainsi que nos assaillants sont tombés dans une embuscade. Ils n'ont pas remarqué la destruction des équipages de drones ennemis et ont vu à plusieurs reprises des alas et des Monia voler à une altitude de 2 à 300 mètres en toute impunité. Les problèmes sont pratiquement tous les mêmes qu'il y a 6 mois, 1 an et même avant. Je dois répéter encore et encore que nous avons besoin d'une réforme militaire globale et immédiate. Et il ne faut pas espérer qu'il y aura une sorte de cessez-le-feu et que la réforme ne sera pas nécessaire. D'autant plus, il ne faut pas compter maintenant sur Trump, qui, il y a 2 semaines, exactement 2 semaines, a dit que dans 2 semaines tout serait clair concernant la soi-disant Russie. Je ne peux pas vous le dire, mais je vous tiendrai au courant dans environ 2 semaines. Dans 2 semaines, nous le saurons très bientôt. Nous saurons s'ils nous mènent en bateau ou non. Et si c'est le cas,
alors nous réagirons un peu différemment. Mais cela prendra environ 1 semaine et demie à 2 semaines. 2 semaines se sont déjà écoulées. Nous attendrons avec grande impatience de nouveaux délais de la part du président américain. J'en parlerai dans 1 mois ou dans 2 semaines. On verra bien ce que ce sera. Nous aurons de leurs nouvelles cette semaine. En réalité, nous verrons très vite. L'Amérique est très indécise et ne fait pas pression sur ce qu'on appelle la Fédération de Russie. Je rappelle que les sénateurs américains menacent constamment d'imposer des sanctions massives et sérieuses. Connu parmi le peuple comme le projet de loi sur les sanctions terribles qui brisent les os. Ce nom éclatant lui a été donné parce qu'il imposerait des droits secondaires de 500% à quiconque achèterait du pétrole russe. Les sénateurs, d'un côté, semblent vraiment vouloir instaurer des sanctions secondaires, et ils sont déjà 84 sur 100 à s'être rassemblés pour cela. C'est un soutien d'une ampleur sans précédent. Mais ils attendent encore et toujours le feu vert de Trump. C'est pourquoi il n'y a pas de nouvelles sanctions. Et il ne faut pas non plus compter sur de nouvelles livraisons d'armes de la part des États-Unis. Pete Hegseth, le chef du Pentagone, a déclaré que cela n'était pas dans l'intérêt des Américains. Êtes-vous prêt à demander un financement pour l'initiative d'aide à la sécurité de l'Ukraine, et à quel montant? C'est une réduction dans ce budget. Comme vous le savez, cette administration a une vision tout à fait différente de ce conflit. Pour l'instant, les Américains continuent encore de nous livrer les armes qui avaient été approuvées du temps de Biden. Et encore, ils ne nous donnent pas tout. Et à l'avenir, il ne faut pas s'attendre à de nouveaux paquets. Peut-être, si on a de la chance, l'Amérique nous permettra d'acheter ces armes. Pour l'instant, cette aide arrive et il y a des discussions actives avec les Américains pour acheter des armes. C'est pourquoi, plus que jamais, notre tâche avouée à moi est maintenant de renforcer l'aide à l'armée ukrainienne. Actuellement, nous avons de nombreuses demandes venant de la région de Soumy pour un montant de plus de 20 millions de hryvnia, et pour environ 40 millions de hryvnia, nous avons des demandes des directions de Kostiantynivka et de Pokrovsk. Faites un don sur Rusoriz. Et en attendant, grâce à vous, nos soldats ont reçu encore 355 nouveaux FPV. Nous, les combattants de la 35e brigade de la marine, l'unité qui exprimons notre gratitude à la communauté de Sternenko pour les drones FPV fournis. Grâce à eux, il y aura moins de Russes. En avant, vers la victoire. Gloire à l'Ukraine. Je vous souhaite une grande. Nous, les combattants du 3e bataillon mécanisé de la 60e brigade, voulons exprimer notre gratitude à la communauté de Sternenko pour ces superbes drones fournis à notre bataillon. Gloire à l'Ukraine. Nous vous souhaitons une santé de fer. Ici la 57e brigade du 42e bataillon motorisé indépendant, section des complexes aériens sans pilote. Une fois de plus, nous sommes heureux de pouvoir sincèrement remercier la communauté de Serhiy Sternenko et directement Monsieur Serhiy pour les 50 magnifiques russoriseurs. Les amis, grâce à votre aide, nous pouvons tenir la ligne efficacement. Avec les russoriseurs, nous pouvons impitoyablement anéantir l'ennemi et offrir une protection efficace à nos Cosaques. Alors merci à tous ceux qui sont conscients. Notre russophobie n'est pas suffisante. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Les pilotes de l'unité, Prime, remercient sincèrement la communauté de Sternenko ainsi que Serhiy Sternenko lui-même pour une nouvelle livraison de superbes russoriseurs. Gloire à l'Ukraine. Merci au fonds Sternenko pour l'aide apportée au bataillon des systèmes sans pilote, Sigma, à savoir 35 DARS et 20 avions intercepteurs de nuit, qui ont été modifiés pour le système Redron. Gloire à l'Ukraine.